Édouard Philippe à l'antenne. Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. Bonjour Asmic. Bonjour. J'espère que ça va. On est très content de te retrouver et de t'inviter sur Micro-ondes. Je suis très contente d'être là aussi. Tu vas nous parler un peu de ton parcours et nous parler un peu du conflit au Karabakh. Oui. Alors moi, donc, je suis en première année du programme Grande École à GEM. Et donc oui, voilà, je viens de Marseille et j'ai aussi des origines arméniennes, donc de mes deux parents. Donc c'est vrai que c'est un conflit, voilà, qui me concerne et qui m'a toujours concernée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus du coup sur ce conflit qui se déroule au Karabakh, qui s'est déroulé au Oui, Karabakh? alors voilà, le conflit maintenant est terminé, mais donc la dernière guerre, c'est une guerre qui a commencé donc le 27 septembre 2020, mais il faut savoir que voilà, le Haut-Karabakh, donc en fait c'est le nom Ralabar, donc c'est un nom qui est donné par les Turcs et les Azéris, donc c'est le nom un peu adopté par la communauté internationale. Les Arméniens, eux, appellent Artsakh. Donc en Artsakh, la guerre a commencé donc récemment le 27 septembre 2020. Donc nous, on s'est réveillés avec la nouvelle de la guerre qui éclate. Et voilà, c'est quand même un territoire qui a toujours été en conflit, surtout depuis les années 90. Pour expliquer un peu, c'est en fait un territoire où vivent 97% d'Arméniens, qui a été donné par Staline dans les années 20 à l'Azerbaïdjan dans une logique de contact du RSS et un peu de diviser pour mieux régner. Donc voilà, pendant 70 ans, ça a été une terre donnée à l'Azerbaïdjan. Et quand l'URSS a explosé, donc les habitants d'Artsakh ont voulu s'indépendantiser et rejoindre l'Arménie. Donc il y a un premier conflit qui a éclaté dans les années 90, qui a été gagné donc, par le côté arménien. Et donc depuis, il n'y a aucune institution internationale qui reconnaît ce territoire-là. La situation a été très gelée, un peu passée sous silence. Et c'est vrai que voilà, le conflit récent qui a éclaté le 27 septembre 2020, ça a un peu remis au goût du jour ce conflit-là. Okay. Et comment t'expliques cette mise sous silence qui a duré autant longtemps et ce manque d'exposition sur ce conflit qui était pourtant majeur? Donc le conflit était dans les années 90 par deux États fraîchement indépendants, donc assez mal organisés des deux côtés, du côté arménien comme du côté azéri. Après, il faut savoir que dans les années 90, donc pendant ce conflit-là, le premier conflit, il y a un groupe qui a été créé, donc c'est le groupe de Minsk, avec trois États majoritaires dedans, les États-Unis, la France et la Russie, qui sont censés voilà, justement veiller à ce qu'un conflit ne dégénère pas, parce qu'un cessez-le-feu a été signé en 1994, mais voilà, ce groupe ne prend pas parti très ouvertement. On voit très clairement ses limites, puisque il y a aussi eu une guerre en 2016, ça a été une guerre qui a duré 4 jours, et le cessez-le-feu est violé quand même très fréquemment. Donc voilà, ça a été une situation, en fait, quand la guerre s'est terminée dans les années 90, la logique générale, c'était juste, bon, la guerre est terminée, on va passer sous silence en espérant que ça ne dégénère pas. Sauf que, bien évidemment, ça dégénère. Du coup, on a vu avec le groupe de Minsk qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui prenaient part à ce conflit. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différents enjeux internationaux et les différents enjeux des acteurs? Oui, c'est vrai qu'en fait, l'éloignement géographique de cette zone fait que c'est un peu synonyme de désintérêt, parce qu'on a l'impression que c'est une guerre entre deux montagnes et que ça ne concerne pas forcément la communauté internationale. Après, il faut savoir qu'il y a énormément d'acteurs qui sont impliqués et que ce n'est pas forcément l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. Premier soutien de l'Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est la Turquie qui prend ouvertement position, puisque la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est un peu l'idée de deux États, une nation, c'est des États frères. Et il y a bien évidemment aussi la Russie. La Russie qui vend des armes économiquement, bien évidemment, c'est un avantage pour eux de vendre des armes à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan du même côté. La Russie n'a pas voulu prendre position tant que l'Arménie n'était pas directement visée, puisque l'Artsakh est une région indépendante qui n'est pas reliée à l'Arménie. Après, voilà, c'était un peu l'appel, même du côté du groupe de Minsk, l'appel constant à la désescalade, sans forcément prendre vraiment position. Et du coup, comment t'expliques que la Turquie elle prenne autant position dans le conflit?
Bon, après, le passé entre l'Arménie et la Turquie, c'est un secret pour personne. Il y a déjà, pareil, deux États frères avec l'Arménie un peu qui fait une enclave entre deux États qui sont très liés entre eux. Il faut savoir que, donc, en fait, quand il y a eu le génocide en 1915, c'était dans une logique, à l'époque, c'était les jeunes Turcs au pouvoir sous l'Empire ottoman. C'était une logique de panturquisme, en fait, de faire une grande Turquie de nations turcophones, parce qu'il faut savoir qu'il y a la Turquie, l'Azerbaïdjan et des États comme le Kirghizistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, pardon, qui sont historiquement déjà turcophones. Et il y a un obstacle, c'est l'Arménie au milieu. Donc en fait, le conflit en Artsakh, c'est pas pour récupérer cette petite région-là qui fait la taille d'un département français, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dedans. C'est en fait s'attaquer finalement à l'Arménie parce qu'avec Erdogan au pouvoir en ce moment, en fait, le relent autoritaire est encore plus fort et le rêve du panturquisme, il est quand même assez assumé et il est assumé devant toute la communauté internationale et de manière très ouverte. Donc c'est vrai que en fait, c'est pas un conflit Artsakh contre l'Azerbaïdjan, c'est vraiment une volonté peut-être un peu, ça fait peur de dire ça, mais de revenir sur des idées génocidaires où on voulait effacer l'Arménie de la carte et en fait on en est encore aujourd'hui en 2020 à vouloir effacer l'Arménie de la carte, quoi. On va parler un peu de la France. Est-ce que la France, elle n'a pas assez agi? Est-ce qu'elle est restée trop en retrait, trop en observateur dans le conflit? Oui. Donc, la France, comme je l'ai dit précédemment, c'est un membre du groupe de Minsk, donc il y a un devoir de neutralité, justement, dans cette logique d'éviter que la guerre reprenne. Après, il faut savoir que Emmanuel Macron a été le premier chef d'État, hors Turquie et Arménie, bien sûr, à prendre ouvertement position et à dénoncer le fait que des mercenaires djihadistes de Libye et de Syrie étaient envoyés au combat en fait contre l'Arménie. Donc Macron a pris position, a dit ouvertement ce qui se passait. Ça a été le premier chef d'État un peu en plus d'appeler à une désescalade, un peu les discours un peu tout faits, à dénoncer ce qui se passait réellement parce que justement ça aurait été incohérent parce qu'en France on combat la menace djihadiste et de ne pas dénoncer ce qui se passe en Arménie, ce serait un peu scandaleux. Après, par rapport à l'importance de la menace djihadiste, comment elle est considérée en France, je pense que oui, peut-être que il y a un manque de cohérence entre appeler à la désescalade en Arménie alors que la menace djihadiste est réelle et la désescalade ne suffit pas en fait quand on sait que c'est des mercenaires djihadistes envoyés contre des soldats lambda, quoi. Emmanuel Macron demande des explications à Ankara. 300 djihadistes auraient transité via la Turquie de la Syrie vers Bakou. Ces combattants sont connus, tracés, identifiés. Ils viennent de groupes djihadistes qui opèrent dans la région d'Alep. C'est un état de fait et d'autres contingents se préparent à peu près de la même taille. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui que c'est une ligne rouge, parce qu'elle est franchie. Elle est franchie. Parlons un peu de toi et de comment tu l'as vécu. On sait qu'il y a une forte diaspora arménienne en France. T'en fais partie. Comment tu as vécu le conflit vu d'ici et donc loin du conflit? D'être là-bas. Je pense qu'en fait, on l'a limite un peu plus mal vécu que les gens qui sont sur place parce que quand on le vit, on n'a pas le temps de se sentir coupable de quoi que ce soit. On essaie juste, quand on est en Arménie, en fait, le sentiment n'est pas le même parce que nous, de l'extérieur, on suit ça des réseaux sociaux. Et donc, ça fait qu'on est dedans sans vraiment l'être. Il y a un détachement qui fait qu'on voit des photos de soldats injuriés qui passent toute la journée et on essaye un peu de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'info soit relayée. Ça commence en fait à faire tout ce qui est possible dans notre échelle, c'est-à-dire sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que nous, on a l'impression, comme on vivait, c'est une guerre qui se vivait énormément à travers les réseaux sociaux et on a l'impression peut-être qu'il n'y avait pas assez de visibilité. Par exemple, il y a un exemple très concret, il y a des forêts entières qui ont été brûlées au phosphore, un phosphore qui a été utilisé par l'Azerbaïdjan. Ça a été passé sous silence total. Et même, en fait, pour peut-être sensibiliser les influenceurs, fallait dire, mais en fait, il y a des animaux dans ces forêts qui meurent à cause du phosphore, alors qu'il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des soldats arméniens qui sont brûlés au phosphore. Et nous, de loin, on voyait juste des images et on se sentait énormément coupable de ne rien pouvoir faire parce que l'impuissance, c'est le pire des sentiments dans ces moments de conflit-là. À l'hôpital des Grands Brûlés d'Erevan, on n'avait jamais vu ça. On a reçu beaucoup de brûlés, mais jamais avec de telles blessures. Ces soldats auraient été victimes de bombes au phosphore blanc
un produit incendiaire qui s'enflamme au contact de l'air. Mais c'est vrai qu'on a un peu essayé de faire tout ce qui est... Moi, premièrement, en fait, de relayer l'information, c'est un peu tout ce qu'on peut faire, mais c'est déjà ça parce que même pour mes amis de GEM, ça a un peu attisé leur curiosité. Ils ont voulu en savoir plus, oui, voilà. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs aujourd'hui. Mais il faut pas sous-estimer le rôle de la diaspora, des médias sur les réseaux sociaux, des médias arméniens comme non arméniens. Donc, le rôle de la diaspora a vraiment été capital pendant cette guerre. Mais il y a quand même un sentiment de mal-être qui était présent Oui. du coup au moment le fait de ne pas pouvoir y être. Ouais. Ouais. Pour finir, où en est-on en ce moment du conflit, les avancées, le futur peut-être? C'est vrai qu'on a l'impression que en fait, le cessez-le-feu a été signé, un accord a été signé le 9 novembre. Dans la nuit du 9 novembre, on a l'impression que depuis, il ne se passe plus rien. Sauf qu'il se passe tout et rien en même temps. C'est une situation très floue parce que, en fait, cet accord de cessez-le-feu a été perçu un peu comme une capitulation et le Premier ministre a été pris en traître a été perçu en fait comme un traître parce que sur les dernières 24 heures, elles ont été très capitales. Il y a une ville stratégique qui s'appelle Chouchi qui a été prise et c'était tout est sous contrôle, vous inquiétez pas, mais en fait non, en fait parce que c'était sur 1 heure ou 2 heures, ça se changeait, toutes les situations changeaient. Donc aujourd'hui, le conflit s'est arrêté parce qu'il y a des gardiens de la paix russe qui sont envoyés là-bas et tout est surveillé au millimètre. Donc la guerre n'a pas repris. Une grande partie de l'Artsakh a été donnée à l'Azerbaïdjan. Donc ça, c'est une terreur pour tous les Arméniens. C'est le pire scénario possible. Et bien évidemment, les routes stratégiques, elles ont déjà commencé à être construites parce que voilà, c'était l'ambition de l'Azerbaïdjan qui commence déjà à relier une route entre la Turquie et l'Azerbaïdjan en dessous, en passant sous l'Arménie. Donc en fait, en Arménie, maintenant, intérieurement, la situation est très instable parce que donc le Premier ministre, bien évidemment, a fait cette capitulation un peu dans le dos de la population. Donc la population se révolte, mais la population reste quand même très scindée parce que certaines personnes le soutiennent quand même. Mais voilà, récemment, là d'ailleurs, il y a eu l'armée qui s'est retournée qui a demandé la démission du Premier ministre. Donc ça, c'est un acte très symbolique. Donc c'est vrai que la fin de la guerre officielle, donc 9 novembre, en fait, elle a signé en rien la fin des conflits parce que maintenant, c'est à la limite de la guerre civile quand on voit ce qui se passe. Mais bien plus informel, du coup. En Arménie, oui, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a encore, bien évidemment, des détenus de guerre. Hier, il y a un otage qui a été libéré, mais il y a encore des détenus de guerre, des échanges de corps des deux côtés. Donc c'est un processus qui est très, très long et c'est une situation qui mérite beaucoup plus d'attention de la part de la communauté internationale. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir que ça se termine? C'est déjà terminé, mais après, ces territoires-là, ce sont des territoires arméniens, donc c'est difficile de dire vous avez rendu tout ce que vous avez et maintenant n'espérez plus le reprendre, parce que pour les Arméniens, c'est une question de vie ou de mort, parce que c'est les territoires, alors que pour l'Azerbaïdjan, c'est plus une question d'ambition, c'est une question de panturquisme, etc. Alors que, en fait, même d'un point de vue très personnel, de dire quitte ta maison, il y avait des photos, des vidéos de gens qui brûlaient leur maison pour ne rien laisser derrière eux, parce que c'est leur souvenir de famille et c'est une violation un peu de leur intimité quand ils savent que leur maison va être prise par quelqu'un d'autre. Donc, je pense que la fin du conflit, elle sera significative quand en fait, les Arméniens auront pris ce qui est à eux, tout simplement. Donc, c'est leur maison, c'est leur famille, c'est leur village. On peut pas continuer sur cette ambiance de guerre constante, quoi. Merci beaucoup, Asmik, d'être venue. Merci à toi. Ça m'a fait Et plaisir. c'était vraiment très intéressant. Merci. À bientôt sur Micro-ondes.